Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Aldric, qui est le cofondateur d'une entreprise incroyable qui s'appelle Tacotax. Et pour commencer, Aldric, est-ce que tu peux nous... Yes. Bonjour Mathieu, merci beaucoup de m'inviter. J'ai créé Tacotax, moi, il y a 4 ans. Et Tacotax, c'est une société qui, à la base, permettait aux gens de bien remplir leur déclaration de revenus, en étant sûr qu'ils n'oublient aucun avantage fiscaux auquel ils ont droit. Et on a ensuite développé davantage de services pour aider les gens à mieux gérer leurs impôts. Voilà, c'est un peu l'ADN de Tacotax, c'est aider les gens à prendre les bonnes décisions avec leurs impôts. Donc, tu as lancé une boîte qui avait un vrai service et tu gagnais ta vie comment? Tu gagnes ta vie comment? Ouais, alors au départ, la monétisation du service a été un flop. En fait, on s'est inspiré d'une boîte aux US qui s'appelle TurboTax, qui a 30 millions d'abonnés. Okay. Et le concept, c'est au lieu de faire ta déclaration de revenus sur le site d'impôt.gouv et de passer une heure et de rien comprendre à ce que tu fais, nous, le concept, c'est qu'on a codé tout le code général des impôts et en 10 minutes, tu fais ta déclaration chez nous et après, tu l'envoies à l'administration fiscale et tu peux passer à autre chose. Et ce service-là, on le facturait à l'utilisateur final et on le facturait entre 30 et 50 euros. Et donc, en fait, on a eu beaucoup d'engagement sur le site, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'inscrits. Mais quand il fallait sortir la carte bleue et payer pour le service, on avait un taux de conversion qui était extrêmement faible. C'était quoi au taux de Le taux de conversion, il était de 0,2%. 0,2%. Donc, impossible d'avoir un business model viable là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a fait évoluer le business model et pour basculer sur un business model de génération de leads, donc de génération de leads qualifiés pour des conseillers en gestion de patrimoine et des promoteurs immobiliers. Ok, alors comment tu as fait pour adapter ton offre, qui n'était pas conçue pour ça au départ, vers la génération de leads, justement? Alors, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, ça s'est fait assez naturellement. On a changé le parcours utilisateur. Alors, si je prends le parcours utilisateur de la déclaration de revenus, eh bien, au lieu d'avoir une page où on demande à l'utilisateur de payer, on explique que le service est complètement gratuit. Et en fait, à la fin de son parcours, donc quand il a fait sa déclaration de revenus, on lui dit qu'il est éligible à certains dispositifs de défiscalisation. Donc là, il y a un peu d'explication sur les dispositifs. Et s'il le souhaite, on le met en relation derrière avec un vrai professionnel qui va faire un bilan patrimonial et qui va lui recommander les solutions les plus pertinentes pour réduire ses impôts. D'accord. Et tu as attrapé ces coordonnées quand? Au début, à la fin? Alors, ouais, en fait, plutôt tu demandes les coordonnées de l'utilisateur, plus tu as, on va dire, tu as de la chance, tu as une probabilité importante d'avoir le numéro de téléphone. Du coup, c'est au début du parcours. On a une dizaine de questions assez simples qui permettent de qualifier un lead. Et la dernière question, c'est le numéro de téléphone. D'accord. Donc, en fait, c'est à la fin. J'ai pas compris ce que tu dis. C'est au début ou à la Non, fin? en fait, on a, sur le parcours de déclaration de revenus, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a un premier formulaire très rapide où on pose une dizaine de questions et ces 10 questions permettent de déterminer si un lead est, on va dire, éligible ou pas à de la réduction d'impôt. À la fin de ces questions, la dernière question, c'est le numéro de téléphone. Et ensuite, l'utilisateur bascule sur notre outil d'aide à la déclaration de revenus où là, il y a un nombre de questions plus importantes. D'accord. Ça, c'est un vrai point parce que c'est souvent une question qu'on peut se poser lorsqu'on crée un dispositif comme ça de récupération de coordonnées pour qualifier des profils qui voudraient investir dans l'immobilier. C'est quand est-ce que tu demandes les informations clés que sont l'email et le téléphone qui permettent de les recontacter. Et c'est soit tu peux le faire comme tu le décris avant finalement de donner une valeur ajoutée, un service, mais donc faut qu'il ait confiance en fait parce qu'il l'a pas vu encore que ça vaut le coup. Soit tu le fais après ou tu dis ok,
tu as eu peut-être la moitié du service, tu veux voir la fin du service, il faut que tu donnes tes coordonnées. Toi, vous avez fait des tests ou comment vous avez choisi de faire bah, ça? c'est une très bonne question. Là, justement, on va faire des tests là-dessus. Parce que ma réflexion est la suivante. Si jamais tu demandes le numéro de téléphone à l'utilisateur sans avoir prouvé ta valeur, en effet, tu as un taux de conversion qui peut être faible. Donc, tout le jeu, ça va être de trouver le juste milieu entre demander le numéro de téléphone suffisamment tôt en ayant montré la valeur, la valeur ajoutée nécessaire à l'utilisateur. Donc là, on va faire des tests, par exemple. On va essayer de demander le numéro de téléphone plus tard dans le parcours, donc en montrant, par exemple, davantage d'informations comme la simulation, le montant d'impôt que paye l'utilisateur, en donnant un peu plus d'informations sur le contenu des dispositifs et demander le numéro de téléphone après. Donc, pour résumer, un parcours d'utilisateur plus long, mais plus de valeur apportée au client, donc une probabilité plus élevée qu'il laisse son numéro de téléphone pour être appelé par un expert. D'accord. Donc ça, vous n'avez pas encore fait ça. Vous n'êtes pas encore arrivé à cette phase où vous allez tester différents parcours pour voir ce qui transforme le mieux. Alors nous aussi, on a fait pas mal de tests sur les parcours. Ouais. On a par exemple testé un parcours à 7-8 questions versus un parcours à 20 questions. Donc ça, on l'a fait. En revanche, et alors, c'est quoi les résultats? Les résultats, c'est que le moins de questions tu poses, meilleur ton taux de conversion. Ouais. D'accord. Donc, il faut vraiment aller au minimum. Ouais, il faut aller au minimum. En revanche, ce qu'on n'a pas testé, pas encore, c'est d'afficher des résultats, des bribes de résultats avant de demander le numéro de téléphone. Mais ça, alors ça pose un autre problème. C'est il faut être capable finalement de découper ta valeur ajoutée en morceaux, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut dire, ok, je te montre un bout de valeur ajoutée, tu me donnes tes coordonnées, je te montre l'autre bout. Ouais, c'est ça, mais en effet, mais on essaie de le tourner un peu différemment parce que nous, c'est pas tant donne-nous le numéro de téléphone pour qu'ensuite on puisse monétiser le lead. Nous, c'est vraiment une fois que l'utilisateur donne son numéro de téléphone, il le donne pour une raison très simple, c'est que il va être rappelé par un expert qui va pouvoir décortiquer son analyse, lui expliquer les dispositifs les plus pertinents pour réduire ses impôts. Donc, en fait, le call, c'est pas tant… c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de valeur à l'utilisateur. Et souvent, le piège, c'est que certains générateurs de leads ne vont pas assez marketer le fait que ce call a de la valeur. Et donc, pour moi, il y a un vrai travail à faire là-dessus, un vrai travail à expliquer à l'utilisateur qui va en effet être appelé, mais qui va être rappelé par le meilleur expert de sa région, spécialisé dans les produits de défiscalisation, etc. Donc, vraiment marketer la valeur de ce call. En fait, ouais, donc je suis assez d'accord sur le fait que on met pas souvent en avant pour faire des leads le côté vous allez avoir un conseil de très bonne valeur, de très bonne qualité, d'ailleurs qui est souvent gratuit. Et ça, pour votre patrimoine, c'est super, quoi. C'est très intéressant pour vous. Mais pour avoir fait aussi des campagnes, alors plus en amont, là tu parles vraiment des messages sur la landing page pour transformer, pour faire venir les utilisateurs. Quand on teste des messages comme cela sur bénéficier d'un conseil patrimonial gratuit ou des choses comme ça, versus réduisez vos impôts, il n'y a pas photo. Réduisez vos impôts gagne très haut la main sur l'autre slogan d'accroche pub. Est-ce que tu as vu la même chose de ton côté ou pas? Oui, complètement. Mais ça c'est assez logique parce que tu adresses le besoin de l'utilisateur en parlant de son bénéfice. Et donc, le besoin de l'utilisateur, c'est de réduire ses impôts. Donc, le bénéfice, c'est d'y parvenir. Donc, c'est de marketer la réduction d'impôts. Donc, pour moi, si tu veux en effet avoir des taux de clics plus importants sur tes publicités, il faut marketer le bénéfice user. Et le bénéfice du user, c'est la réduction d'impôts. Et en fait, le bilan patrimonial et le fait de parler à un expert, pour moi, ça, ce n'est qu'un moyen
d'arriver au résultat. Ok, mais quand même, toi, tu dis, il faut que je renforce ce message-là à la fin pour avoir notamment les coordonnées sur ma landing qui est… Sur le parcours utilisateur, mais pas. Je pensais que tu parlais plutôt tu pensais que tu parlais sur l'ADS, sur la publicité. Ouais, c'était pour mettre en regard les deux, Ouais. c'est-à-dire, toi, tu dis le message à mettre en valeur sur la landing, ça serait plutôt, vous allez bénéficier d'un conseil expert en patrimoine, alors qu'en amont, pour faire venir les gens, bah, c'est plutôt réduction d'impôts. Donc, on pourrait se dire aussi, bah, tiens, si en amont, c'est réduction d'impôts, pourquoi ça serait pas aussi à la fin, là, pour valider votre réduction d'impôts, pouvoir parler à quelqu'un qui va vous permettre de la faire, mettez vos coordonnées. Ouais. Alors, non, moi, je pense que sur la landing, alors ça, on a fait des tests, pas assez concluants encore, mais ce que je peux dire, c'est que sur la landing, ce qui marche le mieux, c'est quand ton message marketing sur ta landing page correspond au message de ta pub. Il faut qu'il y ait un lien évident pour le user. Ton titre, le titre de ta page, la phrase affichée en gros sur la page doit correspondre à la pub, doit faire écho à la pub, ça c'est certain. Mais un peu plus loin dans le parcours, peut-être expliquer que s'il demande le numéro de téléphone, c'est pour être rappelé par un expert, par exemple, et le mettre. Nous, là, on est en train de tester plein de choses, mais de mettre sous le champ numéro de téléphone pour être rappelé par un expert qui va vous expliquer à mieux comprendre vos résultats, par exemple. Nous, on va tester plein de choses comme ça. D'accord. Donc ça, là, pour le coup, je te suis bien. En fait, c'est l'idée que il faut vraiment que les utilisateurs comprennent pourquoi on leur demande chaque champ. Ouais. Pas sur des champs comme ça, quand on dit bah, pourquoi tu as besoin de mon téléphone, pourquoi tu as besoin de mon mail. L'idéal, c'est de dire bah, j'ai besoin de ton mail parce que, par exemple, je vais t'envoyer un document et je veux être sûr que je puisse le faire. J'ai besoin de ton téléphone parce que… Blablabla. Donc, effectivement, ça peut se mettre dans cette démarche-là. Juste pour revenir 2 secondes au parcours, tu as lancé un code général des impôts en ligne. Ouais. Pourquoi? Enfin, d'où c'est venu ça? T'as fait des études de compta ou… Non, pour te dire l'idée du projet, moi j'ai travaillé en finance, j'ai un background où j'ai travaillé à Londres chez BNP Paribas en finance de marché, donc rien à voir avec les impôts on va dire, mais j'avais une vraie envie de monter ma boîte. Et du coup j'ai regardé pas mal de secteurs qui m'intéressaient. Je voulais une boîte dans le secteur des fintech parce que je trouve que c'est un marché très porteur, qu'il y a encore beaucoup de services qui n'ont pas été correctement adressés. Donc j'ai regardé ce qui se faisait beaucoup aux US, en Angleterre, parce que sur le secteur financier, les startups ont pas mal d'avance là-bas. Et donc, comme je te disais au tout début, on est tombé sur TurboTax, qui est une boîte incroyable. Et on s'est dit, on va faire la même chose en France. Donc, on a passé pas mal de temps à parler à des contribuables, que ce soit des amis ou des gens de mon réseau. Et je leur ai demandé, selon eux, qu'est-ce qui était un des plus gros problèmes quand tu devais bien gérer ton argent. Et ce qui revenait à chaque fois, c'était comment bien remplir ma déclaration de revenus et comment réduire mes impôts, parce que j'en paye un peu trop. Et comme il existe des dispositifs mis en place par l'État pour relancer certains secteurs de l'économie, l'immobilier, les entreprises, et plein d'autres, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de démocratiser, de vulgariser un maximum l'accompagnement autour des impôts. D'accord. Et donc, tu disais, en tout cas, en termes de modèle économique, ça a pivoté. Aujourd'hui, les leads que tu produis, ils passent tous par ce tunnel de déclaration d'impôt? Ah non. Alors nous, le tunnel de déclaration de revenus, c'est un de nos outils qui permet d'aider les contribuables à gérer leurs impôts. Mais on a aussi d'autres simulateurs, parce que la déclaration, c'est que de avril à juin, donc c'est un outil qui nous permet d'aider les contribuables pendant 2 mois. Mais après, on a un ensemble de simulateurs qu'on utilise tout au long de l'année. Donc le simulateur phare, on va dire, en termes de sourcing de prospects, c'est notre simulateur de défiscalisation. Donc là, le concept est très simple, c'est
un contribuable souhaite savoir quels sont les moyens de réduire ses impôts. Il remplit un formulaire chez nous. À la fin de ce formulaire, on lui affiche 3 dispositifs qui sont pertinents selon nous pour réduire ses impôts. Après, il y a des briques de contenu sur chacun de ces dispositifs pour comprendre. Donc, le Pinel, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, les choses à surveiller, on va dire. Et donc, l'idée, c'est qu'ensuite, l'utilisateur soit tout de suite rappelé. Donc, c'est ce que je disais hier Kitty, c'est que l'objectif pour nos partenaires, c'est de pouvoir rappeler l'utilisateur le plus vite possible, parce qu'il est toujours dans une démarche active, avec un peu de chance, il est encore devant son ordinateur. Et donc, c'est de le rappeler en lui disant, et donc c'est là où nous, on essaie d'avoir une approche pertinente. On demande à nos partenaires d'utiliser un script, donc une trame, un discours, pour que la transition se fasse de la meilleure manière possible. Je te donne un exemple. Alors, c'est quoi le script? C'est quoi le script, en gros? Alors, nous, d'abord, on envoie un SMS à l'utilisateur en lui disant qu'il va être rappelé par le partenaire X. D'accord. Donc, tu lui indiques qui va le rappeler. Voilà, je lui indique qui va le rappeler. Et donc, ça permet aussi de prévenir l'utilisateur si jamais il ne s'en est pas suffisamment rendu compte pendant le parcours. Au moins, là, avec le SMS, il est persuadé il a compris que derrière, il y aura un rappel. Et ce rappel, on explique son objectif, c'est d'expliquer comment fonctionnent les dispositifs de défiscalisation. Donc, l'utilisateur, il est devant son ordinateur ou devant son mobile, il voit qu'il est éligible à du Pinel, du LMNP ou des CPI, par exemple. Il y a tout de suite un partenaire qui va le rappeler, qui va lui dire « Je suis un partenaire, le partenaire de Tac au Tac, vous avez fait une simulation sur leur site internet. Là, vous avez devant les yeux les dispositifs de défiscalisation. Moi, je suis là pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. » Donc là, pour que ça fonctionne le mieux possible, il ne faut pas être dans une démarche trop commerciale. Ça ferait fuir l'utilisateur et ça ne lui apporterait pas assez de valeur. Il faut vraiment se positionner en tant qu'expert dispo pour répondre à ses questions et pour l'aider à mieux comprendre ses résultats. D'accord. Ok, donc et ça, tu sais si… donc ça, c'est les acteurs auxquels tu vends des leads, à qui tu suggères ce script, ils le font? Tu as eu des retours de leur part? Ouais, ils le font. Alors nous, on travaille, on essaie de solliciter un maximum nos partenaires. On a peu, on va dire, on a moins de partenaires qu'un générateur de leads. On fait moins de volume en nombre de partenaires. En revanche, on a des partenaires qui font des commandes, on va dire, assez conséquentes. Et du coup, on interagit beaucoup avec eux sur comment travailler de la meilleure manière possible pour que leur taux de conversion final soit le plus élevé. Comment tu fais pour travailler avec eux? C'est quoi en fait? En fait, j'ai par exemple un responsable de partenariat en interne qui passe du temps avec eux au téléphone, qui les rencontre, qui comprend comment est-ce qu'ils travaillent, s'ils ont plutôt des téléconseillers qui bouclent les rendez-vous ou bien si c'est les CGP qui le font, le délai de rappel, le discours, un ensemble de choses qui font que en passant par Tac au Tac et derrière en étant accompagné par ce partenaire-là, le taux de conversion final sera le plus élevé possible. Ok. D'accord. Tu fais combien de leads par mois à peu près? Alors, ça dépend évidemment des saisons. Il y a 2 grosses saisons, 2 pics, un entre avril et juin et un entre septembre et décembre. Mais on en fait, on va dire, à peu près 10 000 en période de pic et 5 000 en période de croisière par mois. D'accord. 5 à 10 000. Tu les vends en exclusivité, en mutualisé, tu les vends comment? Alors, nous, on a toujours fait que de l'exclusivité. On fera toujours que de l'exclusivité. C'est un positionnement 100% exclu. C'est un positionnement qu'on a pris. Moi, j'ai passé du temps déjà, j'étais targeté en tant que salarié de la BNP. Et du coup, en tant qu'utilisateur, je me suis dit, c'est quand même plus quali de se faire rappeler par une personne et pas harceler. Nous, on recommande aussi il faut trouver le juste milieu entre
entre avoir suffisamment de points de contact avec l'utilisateur pour réussir à le joindre et ne pas le harceler. Donc, nous, on conseille par exemple d'appeler l'utilisateur. Si on n'arrive pas à le joindre, de laisser un message vocal. Si jamais toujours pas de réponse, on recommande aussi d'envoyer un texto. On préfère donc une démarche quali plutôt que d'appeler 10 à 15 fois le lead pour réussir à le joindre et de faire aussi ce qu'on appelle la numérotation active, donc d'appeler avec plein de numéros différents. Est-ce que ça va mieux, enfin ça fonctionne mieux avec notre démarche en amont d'avoir fait une simulation sur Tacotax. Ça marche. Tu les vends combien, les leads? Les leads, on les vend 90 € dans les grandes villes et 75 € dans des villes de taille moyenne. C'est quoi? Il y en a beaucoup des grandes villes? Les grandes villes, ouais, il y a une quinzaine, vingtaine de départements, mais ça va être toute l'Île-de-France, le 31, le 38, le 44, etc. Ok. Et tu as des taux de transformation moyens en rendez-vous? Oui. Le taux de transformation moyen en R1, donc en premier rendez-vous sur 2019, chez nous, il est de 32%. 32%, c'est pas mal ça. Ouais. D'accord. Et tu les qualifies avant ou pas? Alors nous, on les qualifie pas par téléphone. On essaie de faire ça en amont sur le formulaire. Donc on a un certain nombre de questions qui qualifient le lead. Et derrière, on a une validation par SMS. Donc on utilise un outil. C'est un coût supplémentaire, mais je préfère être sûr à 100% que le numéro est validé par une validation SMS plutôt que de les faire rappeler. Le résultat est même à la fin. Enfin non, je dirais que le résultat est peut-être même plus efficace parce que la validation SMS, tout le monde reçoit le SMS. Alors qu'avec un call center qui rappelle, il y a des injoignables. Ouais. Donc là, toi, est-ce que tu vends tu vends que des codes SMS validés ou des fois tu vends que des codes SMS validés non validés? D'accord. Ok. Donc que des numéros de téléphone portable. Exactement. Ok. Donc tu vends. Alors sur les sources que tu utilises, donc là, on a parlé un petit peu de comment tu les transformais sur ton site et peut-être tu nous en rediras quelques mots, mais comment ils arrivent? Comment tu fais pour recruter? Alors nous, on a nos deux principaux leviers, c'est le SEO et l'accès direct. Donc le SEO, c'est le référencement naturel. Quand tu cliques une requête sur Google, comment réduire mes impôts, c'est le fait d'apparaître dans les premières positions en dessous des annonces Google. Tu parlais du SEO. C'est quoi vos expressions phares qui vous drainent du trafic? C'est quoi? Alors nous, on a une double stratégie. On a une stratégie donc de remonter sur les requêtes qui sont les plus tapées, on va dire. Donc baisse impôt, réduction impôt, Pinel, etc. C'est les mastodons du SEO, on va dire, mais qui sont extrêmement concurrentiels. C'est très dur d'atteindre des bonnes positions. Et ensuite, une deuxième stratégie qui s'appelle la stratégie long train. Donc là, ça va être de cibler des requêtes qui sont moins concurrentielles, mais plus longues. Donc ça va être comment réduire mes impôts en utilisant le dispositif LMNP. Une requête vraiment longue. Ouais. Et là, du coup, c'est moins concurrentiel, donc c'est plus facile d'apparaître dans les premières positions de Google sur ces requêtes plus longues. Et tu sais quel pourcentage de ton trafic vient de ces requêtes longue train versus grosses requêtes phares? Écoute, je dirais 60%, plus de la moitié sur les grosses requêtes et le reste sur les longues. Ouais, quand même. D'accord. Donc c'est presque moitié-moitié, tu dis. Ok, donc le long train, en fait, parce qu'il y a des tout petits volumes sur le long train. Donc c'est des milliers et des milliers de requêtes. Ok. Et ça, tu as une équipe en interne qui fait ça? Ouais. Alors, on a une équipe depuis le début, en fait. Donc je te disais, on s'est inspiré d'une boîte aux US. Ils ont une équipe SEO très importante. Nous, on avait en tête de mettre le paquet là-dessus, sur le SEO. Parce que ça a pas mal, c'est assez vertueux en fait. Ça permet d'améliorer aussi notre deuxième levier d'acquisition, j'en parlerai après.
après. Mais oui, on a une équipe en interne. On a 5 rédacteurs en CDI. Donc, tu vois, ça fait du monde. Ah oui, quand même. Ouais. En CDI, Ouais, 5. ouais. On a 5 rédacteurs et 3 freelances. Donc, on a 8 personnes qui écrivent. Ok. Et c'est pas le terme, on va dire, c'est des rédacteurs, mais c'est des vrais spécialistes du contenu. Et c'est des personnes qui maintenant connaissent vraiment par cœur toutes les solutions pour réduire ses impôts, ils les connaissent. Donc, c'est devenu des experts dans leur domaine et c'est ce qui fait que le contenu est quali. Parce qu'une des règles du SEO pour remonter, c'est d'avoir du contenu quali. Et donc, ça marche que si les personnes qui écrivent ces contenus sont experts sur le sujet. Okay. Donc, j'ai 8 rédacteurs, j'ai un expert technique. Donc, c'est un expert technique, c'est celui qui va faire en sorte que, pour vulgariser ça un maximum, que toutes les pages soient correctement indexées, qu'il y ait une structure de titre, de balises, ce qu'on appelle les balises en SEO, optimale. Et enfin, une autre personne qui est donc manager de tout ce pôle-là, tout le pôle SEO, qui lui va plus travailler sur la stratégie SEO. Donc, c'est ce qu'on évoquait avant. Comment est-ce qu'on se positionne, etc. Ça te fait combien de trafic par mois en RefNat? En RefNat, on a, alors ça dépend évidemment des périodes de pic, mais on est entre 400 et 500 000 visiteurs uniques par mois. D'accord. Et là, ça, c'est que sur quoi? Pardon, en période de pic, là, pendant la déclaration, on est plutôt entre plus d'1 million de VU par mois en SEO. Ah oui, ok, donc c'est vraiment un très gros site, quoi. Et c'est quoi les taux de transfo sur ces visiteurs en référencement naturel, donc qui viennent pas forcément pour se transformer en lead, en fait? Ouais. Alors tu parles donc taux de transfo, taux d'inscription? Ouais, en global, combien on transforme en lead? Soit ils n'arrivent pas sur une landing page, ils arrivent sur un article, et toi, au final, tu veux faire des leads. Donc, est-ce que ça fait des leads derrière? C'est quoi le taux de transfo? Alors nous, le taux de transfo, on va dire global, il est de 9%, 9-10%. Ça varie parce que pareil, quand on est dans une période où les gens sont très intéressés par les impôts, ton taux de conversion augmente, bien sûr. Et sur le SEO, c'est assez. Enfin, non, on a à peu près le même taux. Il est un petit peu meilleur que nos leviers d'acquisition payants. Alors qu'on pourrait croire qu'il serait bien moins bon parce qu'on arrive sur une page de contenu. Mais en fait, l'utilisateur est tellement captif. Et d'ailleurs, il y a des générateurs de leads qui avaient cette stratégie-là, je me souviens, il y a quelques années. C'était de ne pas mettre le formulaire tout de suite, c'était de mettre d'abord du contenu très quali et le formulaire en bas de page. Et moi, j'étais surpris de cette stratégie-là parce que le réflexe, c'est de se dire le formulaire en bas de page, il faut scroller, impossible de le voir, ça ne convertit pas. Mais en fait, quand tu apportes beaucoup de qualité au user avec du contenu, eh bien, tu as un taux de conversion dans le formulaire qui est beaucoup plus élevé. Donc, all in all, le taux de conv via le SEO, il est un peu meilleur que le taux de conv via les leviers payants type Google AdWords ou les réseaux sociaux. Attends, tu me dis que tu as 10% en lead sur 500 000 visiteurs uniques mois. Ça ne colle pas, en fait. Là. Ça ferait 50 000 leads par mois. Non. En fait, en SEO, on a des requêtes sur lesquelles on met nos formulaires, sur lesquelles on met nos CTA. Faites votre simulation, nos boutons faites votre simulation, mais on a d'autres contenus où on ne les met pas parce que ce ne serait pas pertinent. Un exemple concret, imagine quelqu'un tape centre des impôts Nantes parce qu'il a besoin d'avoir l'adresse et le numéro de téléphone du centre des impôts. Là, il n'y aurait aucun intérêt à mettre notre formulaire et à mettre un bouton pour faire une simulation de réduction d'impôts. Okay. D'accord. Donc, tu nous dis, là, 10%, c'est sur une partie de ton trafic. Exactement. C'est sur le trafic. C'est celui où tu mets du CU. Non, j'aimerais bien que ça soit sur… mais moi, je te posais la question sur le global. Ça fait quoi au global? Alors, au global… Parce que tu ne contrôles pas. Tu as dit que tu vas faire des
leads aussi sur des gens qui arrivent sur n'importe quoi, ils se baladent sur ton site et ils vont faire un lead. Donc, au global, ça fait quoi? C'est quoi le taux de transfo? Eh ben, figure-toi que j'ai pas ce taux-là. Nous, on monitore le taux de conversion sur ce qu'on appelle des contenus SEO qui sont éligibles. Ça veut dire des contenus SEO sur lesquels on affiche nos formulaires, nos CTA. Et sur le global, non, j'ai pas ce taux-là. D'accord. C'est sur contenu éligible, tu veux dire. Donc là, tu as des articles, des expressions qui sont vraiment à vocation de générer des leads derrière. Et tu mets quoi? Tu mets un bouton, tu mets un formulaire, tu fais comment? Alors ça, on est pareil, on est en phase de test. Pour le moment, on met un bouton. Et là, on va bientôt tester de mettre un formulaire un peu plus… on va tester de mettre en iframe, donc dans un encadré, la première question du formulaire et de pouvoir faire le formulaire dans le contenu. Ok. Mais pour le moment, c'est un bouton qui redirige sur le formulaire. Mais on a là, tu vois, on a fait un gros boulot SEO sur la qualité du contenu, sur les partenariats aussi qu'on a eu avec des médias. On en parlera plus tard pour avoir des liens qui redirigent vers Tac au Tac. On a fait un gros boulot là-dessus. Et là, on a encore un chantier très important à faire sur donc la partie UX, donc la partie, on va dire, simulateur sur le contenu. Est-ce qu'on met juste un bouton? Est-ce qu'on met tout le formulaire? Est-ce qu'on met une question du formulaire? On a un gros chantier là-dessus pour améliorer notre taux de conversion finale. Alors là, tu nous as parlé des contenus. Alors le SEO, ça marche effectivement sur le contenu, mais ça marche également avec les liens. Donc là, tu l'évoquais un peu. C'est quoi ta stratégie pour avoir des gros liens très intéressants? Alors nous, là-dessus, en fait, ça va avec notre stratégie d'avoir des produits sur le site, comme un produit d'aide à la déclaration de revenus. Et le fait d'avoir des produits à forte valeur ajoutée pour les clients finaux, ça fait qu'on peut aller voir les médias et leur dire regardez, on est une start-up spécialisée sur les impôts, on a un outil qui permet de faire sa déclaration de revenus en 10 minutes et de garantir de recevoir la réduction d'impôt maximale. Donc, on explique qu'on a ces services-là. Et du coup, les médias écrivent des articles sur nos outils et mettent un lien qui redirige vers Tac au Tac. On a cette première stratégie qui est de parler de nos produits. Et la deuxième, on a un analyste en interne dont le métier est de rédiger des études sur les impôts. Donc, on a fait pas mal d'études là, depuis 2-3 ans. Un exemple d'études qu'on a faites, c'est un baromètre des impôts en France qui dit les régions où les gens payent le plus d'impôts, où la pression fiscale est plus importante. Et on a réalisé cette étude, on l'a ensuite envoyée à des gros médias français en leur disant voici une étude de Tac au Tac qui pourrait intéresser vos lecteurs. Ensuite, les médias utilisent cette étude-là, la modifient, parfois l'améliorent un peu pour qu'elle clique plus, on va dire, pour leurs lecteurs. Et dans cette étude-là, il y a un lien qui redirige vers Tac au Tac. Donc ça, c'est des liens très forts qui ont ce qu'on appelle un domain authority très important. Et ça, en termes de SEO, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Ouais, alors ça, je suis complètement d'accord avec toi. Si il y en a parmi vous qui ont envie de faire du référencement naturel et de pousser leur site de manière vraiment conséquente, il faut qu'ils comprennent bien ça, c'est que il y a le contenu, et ça c'est facile d'en faire de son côté de bonne qualité, c'est mieux. Par contre, ce qui va vraiment vous faire passer un cap, c'est d'avoir des liens de domaines d'autorité. Et les principaux domaines d'autorité, c'est les médias en fait. Et pour que les médias parlent de vous, il faut que vous ayez un service intéressant. Et ça ne s'invente pas sur un coin de table. C'est vraiment le truc difficile à craquer quand on veut performer en référencement naturel. Et en fait, c'est ce que tu as super bien fait, parce que tu as des résultats excellents chez Tac au Tac sur ce sujet. Il faut un service qui plaise aux médias, et donc il faut un service qui ait une vraie valeur ajoutée pour le grand public, parce que de quoi parlent les médias? C'est de ça. Et donc ça permet d'avoir ces liens, et puis après d'entretenir en faisant des études autour de
de service, effectivement, en utilisant les forces du service pour faire des communications régulières auprès des médias. Ouais. Alors là, complètement d'accord. Alors, après, ce qui fait un peu peur, là, c'est quand tu nous donnes tes chiffres d'équipe, là, mais c'est énorme. Il faut des moyens colossaux, là, pour faire comme toi. Tu as combien de personnes au total, tu dis, là, dans la boîte, on est 27 maintenant. Tu dis pardon? Pardon? J'ai pas bien entendu. On est 27 là, chez Tacodax. Et combien sur le SEO alors, avec toutes les études, ceux qui font le technique, SEO, la rédaction? Sur le SEO en salarié, on est 5, 6, 7, on est 7 personnes. Et après, on a des freelances qui interviennent sur certains domaines d'expertise très précis. Ouais, donc c'est vraiment c'est conséquent, quoi. Et tu penses qu'on peut faire moi, je suis CGP tout seul. Je peux le faire, ça, tout seul ou pas? C'est possible? Bah, moi, mon analyse, c'est que pour bien faire quelque chose, ça demande un focus et une énergie très importante. Et donc, nous, notre stratégie sur le SEO, ça a été vraiment de mettre les moyens dessus pour bien le faire. Donc, mettre les moyens sur des personnes qui vont écrire du contenu de qualité, mettre des moyens sur de l'expertise technique pour faire en sorte que le site soit bien référencé, et mettre aussi des moyens sur des personnes plus à profil commercial pour aller essayer de récupérer des backlinks, des liens qui relient. Ouais, okay. Donc, sans cette structure-là, c'est difficile d'avoir des bons résultats. Donc, moi, mon analyse là-dessus, c'est que pour bien le faire, il y a des frais de structure qu'il faut assumer. Et ceux qui le font bien, il y a des acteurs CGP qui le font très bien. Hein. Des Selectium, des Net Investissements, je sais qu'ils sont très bien référencés en SEO, mais ils ont aussi mis le paquet sur les ressources, pour parvenir à ces résultats-là. Donc moi, je pense que pour bien le faire, avoir un coût d'acquisition au lead faible, parce que c'est ça, hein, la fin en soi, ça demande beaucoup de moyens. Donc, si on n'est pas prêt à mettre beaucoup de moyens, je recommande de rester plus sur ce qu'on sait très bien faire, à savoir le conseil et la vente, et de plutôt déléguer la partie sourcing de lead à des personnes qui savent bien le faire. Ok, c'est sûr que c'est pas facile. Est-ce que tu sais combien de leads tu fais par mois qui viennent du SEO? Ouais, le SEO, c'est quasiment 50% de notre acquise, hein, donc c'est facile. Hein, sur 5 000 Et tu sais le coût? Pardon? Ouais, le coût que ça te représente, hein, le coût d'un lead SEO? Le coût SEO d'un lead, en fait, c'est marrant parce que c'est pas vraiment une métrique que tu suis sur le SEO, tu suis plutôt la conv, le taux de conversion, parce qu'en fait, ton coût en SEO, c'est le salaire de tes employés plus quelques freelances. Mais ça, c'est un point super important parce que souvent, on pense que le trafic SEO, le trafic référencement naturel et les leads qui en proviennent, c'est gratuit. Voilà, maintenant, tu es positionné, c'est gratuit. Sauf que maintenant, c'est pas gratuit parce que derrière, tu as 7 personnes en CDI qui carburent et 3 freelances. Donc, en fait, ça a un coût, le SEO. C'est un coût et c'est pour ça que je pose la question, c'est qu'en fait, ça s'arbitre. Si tu vois que tu sors tes leads en SEO, mais tu as besoin d'autant de personnes et que tu les sors à 100 €, tu ne vas pas gagner ta vie. Donc, c'est pour ça que je te posais cette question. Ouais. Écoute, non, moi, ce que je peux dire, c'est que nos frais, c'est facile le calcul. Hein, c'est 7 personnes, même si on dit, on va dire, pour faire simple, 5 personnes à 40 000 € de salaire, par exemple. Hein. Ouais, non, ça fait 200 000 €, on va dire chargé 260 000 €. Ça fait quand même un coût à 260 000 € sur une année. Du coup, pour que ça soit intéressant d'un point de vue retour sur investissement, eh bien, il faut dégager il faut vendre au moins, alors ça dépend de la marge qu'on target, mais au moins 350 400 000 € en lead derrière à des partenaires en CGP. Ouais, donc tu dis, tu as un coût de 260 000 € à l'année, donc ça fait 21 000 balles à peu près par mois, et tu fais 5 000 leads comme ça?
Si c'est ça, c'est 4 € le lead. Hein. Vas-y, hein, recrute. Ça marche. Non, mais après, je te dis 5 personnes, mais le calcul est, tu vois, c'est plus 7-8 personnes. Et après, il y a aussi les salaires. Enfin, je t'ai fait ça dans les grandes masses, mais les freelances, c'est aussi, tu vois, c'est pas rien. Même si je doublais tout, moi, je suis à 8 €. C'est, en fait, ça rassure quand même. Tu prends un vrai pari quand tu fais du référencement naturel parce que c'est pas sûr que tu y arrives, c'est pas sûr que tu gagnes. Tu peux dépenser pour rien, mais tu peux donc dépenser beaucoup d'argent pour rien. Par contre, si ça marche, effectivement, tu es dans des coûts de génération de leads super bas. Exactement. Voilà, on a l'impression que c'est énorme, tu as une équipe quand même très conséquente juste dédiée à ça, mais ça te sort plein de leads. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire que c'est des gros investissements au départ. C'est une stratégie à mettre en place dès le début là-dessus. Mais une fois que ça tourne bien, ouais, c'est très vertueux. Tu voulais nous parler d'un autre levier, non? En fait, ça va avec le SEO. C'est le levier accès direct. Donc, accès direct, c'est les gens qui vont sur Google ou directement sur la barre de recherche et qui tapent Tacotax. Donc, ça, c'est le trafic qui vient de ta marque. Et du coup, nous, on a une vraie stratégie presse. Donc, avec les études, par exemple, qu'on publie, qui sont relayées par la presse. Ça fait que si tu as un article du Figaro ou du Monde sur Tacotax, tu vas avoir des dizaines de milliers de visiteurs sur le site. Et du coup, ça fait du trafic important et ça fait aussi du bouche à oreille parce que quelqu'un qui entend parler de Tacotax sur un gros média, comme les gros médias apportent beaucoup de réassurance aux gens, eh bien, t'en parleras, le bouche à oreille se fera beaucoup plus versus j'ai vu une pub sur Facebook ou j'ai vu quelque chose sur Google. On a plus tendance à parler des bons plans qu'on a vus sur les médias plutôt que des bons plans qu'on a vus sur d'autres leviers d'acquisition. Ouais, je suis d'accord. Tu sais dire quelle part de tes leads vient justement cette stratégie de marque? Ouais, nous, l'accès direct, c'est quasiment 25%. Ouais. Donc, c'est assez important. Et ça c'est vraiment l'accès direct augmente de manière exponentielle. C'est logique. Plus ta marque est connue, plus ton accès direct est important. D'accord. Super. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Aldric avant que j'invite Christopher de MaxiWeb qui va nous parler d'emailing. Donc, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure à celles que je voyais. Tu ne proposes pas de rendez-vous, toi? C'est juste des leads. Hein. Alors, on propose essentiellement des leads, mais on a aussi une activité où on propose des rendez-vous. D'accord. Ouais. Alors, c'est moins important que le lead, mais on le fait aussi. Et ok, et comment tu choisis? C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut que tu les rappelles, les leads. Exactement. Donc, on a des téléconseillers en interne qui vont rappeler les leads et qui vont proposer des rendez-vous avec des partenaires. C'est une petite partie de notre activité, mais ça doit représenter 5% des leads entrants. Donc, c'est une petite partie, mais on le fait quand même parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir des utilisateurs qui vont nous appeler ou nous envoyer un email en nous disant j'aimerais un rendez-vous avec un expert. Et donc, en fait, ça vient de là à la base. C'est pour ces leads-là, ils ont une valeur plus importante que 90 € forcément. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de traiter une partie de ces leads-là et de proposer des rendez-vous qui sont du coup dans une démarche plus active, plus engagée. Et on le fait. Donc, tu as 90 € le lead sur les grandes villes, si c'est un lead qualifié. Et le rendez-vous, c'est combien? On est à 400 € le rendez-vous. 400 €, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de limite. Si on veut acheter des leads chez toi, je peux en prendre un par mois, deux. Si. Alors là-dessus, nous, on fait en sorte qu'il y ait un engagement minimal de la part du partenaire. Parce que avec un engagement financier, le partenaire va mettre suffisamment de besoins, consacrer suffisamment de temps pour que le partenariat fonctionne. Donc, je disais au début du webinaire qu'il faut utiliser nos scripts, que nous, il y a une phase d'onboarding qui est assez importante avec le partenaire. Et du coup, il faut que le partenaire soit suffisamment engagé. Et donc, on demande un minimum de 50 leads par mois.
50 leads par mois, d'accord. Minimum 50 leads Yes. par mois. D'accord. Ils font quoi les autres qui font pas du SEO chez toi? Ah oui, non, on a parlé moi, j'ai quand même un quart de mon trafic qui vient de l'acquisition payante, donc les réseaux Ouais. sociaux, le SEA aussi. Donc, on a une team, alors t'en parlais hier, mais on a des personnes qui créent des contenus, donc des visuels et des vidéos, et ensuite qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Et ça demande beaucoup de savoir-faire. Je rebondis hier sur ce que les avis se contredisaient un peu sur la vidéo. Moi, je pense que la vidéo, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit ultra quali. Euh, donc, quand je dis ultra quali, il faut pas que ça fasse, il faut pas que ça fasse trop cheap. Donc, il faut que ce soit un acteur avec un script vraiment pensé à l'avance, une vraie stratégie de contenu vidéo, sans quoi ça fait des leads pas quali et ça fait des taux de transformation faibles. Donc, je pense qu'il faut. Et c'est quoi alors? C'est quoi le contenu d'une vidéo quali? Ça va être quoi? Ça peut être un témoignage client. Ça peut être. Alors, nous, qu'est-ce qui a très bien marché dans les vidéos? Par exemple, on a un expert qui explique vraiment comment fonctionne le Pinel. Donc, avec des wordings simples et très pertinents pour l'utilisateur. Et donc, ça demande une rédaction de script. Ça demande de passer du temps sur la rédaction du script pour que le rendu soit. Alors, c'est technique parce qu'il faut que le rendu soit simple et pertinent, insightful. Du coup, ça demande à la fois des compétences marketing et des compétences d'expertise métier, d'expertise sur la défiscalisation. Complètement. Ouais. Ok. Et toi, tu sources beaucoup en vidéo? Sur le payant que tu fais? Je dois avoir on fait visuel et vidéo. Il faut savoir alterner parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Si, j'avais un super responsable de compte de chez Facebook qui me disait la seule règle, c'est d'appuyer là où ça marche. Et je suis assez d'accord avec ça. Au bout d'un moment, on se disait on va faire que des visuels et puis que des vidéos. En fait, ce qui marche, c'est quand tu as une pub qui a des bons résultats, les autres, tu réduis les budgets et cette pub-là, tu mets le paquet dessus. Okay. On a fait ça et de manière empirique, ça a super bien fonctionné. Ok. Alors, j'ai des questions là qui arrivent, notamment Jean-Yves Figuère qui s'interroge sur les volumes de leads. Quand tu disais entre 5 et 10 minutes, tu parles bien des leads Pinel ou c'est d'autres types de leads? Alors, nous, c'est des leads qui ont exprimé le souhait de réduire leurs impôts. Donc, ce n'est pas forcément Pinel alors? Non, mais nous, notre simulateur fait que les taux d'intérêt, là, c'est un sujet plus, on va dire, plus macro, mais les taux d'intérêt sont bas. Donc, pour l'épargnant, le fait d'utiliser l'endettement est une bonne stratégie, patrimoniale. Du coup, si une personne a des revenus qui le permettent et un taux d'endettement pareil qui le permet, tous les produits d'investissement immobilier qui demandent d'avoir recours à l'endettement sont des produits qui peuvent avoir de l'intérêt et de la valeur pour les utilisateurs. Donc, les dispositifs de réduction immobilière sont, on va dire, très fortement représentés dans nos leads. Et si j'achète des leads chez toi, par exemple, moi je fais que de l'immobilier, pire, je fais que du Pinel. J'achète des leads chez toi, tu peux pas me garantir que je vais avoir des gens qui cherchent un Pinel. Ils peuvent vouloir une SCPI par exemple, et je vais pas pouvoir exploiter le lead. Alors moi, je peux te garantir que la personne veut réduire ses impôts. Et en effet, si jamais la personne veut réduire ses impôts et a déjà en tête le Pinel ou autre chose, ça sera le travail du conseiller en gestion de patrimoine de faire le bilan patrimonial adapté et à l'issue de ce bilan patrimonial, savoir quel est le produit le plus pertinent à conseiller. Ça marche. Peut-être une dernière question avant que je te libère de Laurent Tailleb qui se demande, qui s'interroge sur le coût, parce que tu dis donc c'est 50 000 minimum par mois. On est à 90 € si c'est sur des grandes villes, donc je trouve ça conséquent. Tu as beaucoup d'acheteurs CGPI indépendants? Ouais, on doit en avoir entre 30 et 40.
30 à 40 acheteurs. Et sinon, c'est plutôt des réseaux, des grands promoteurs, j'imagine, des choses comme ça. C'est des réseaux, ouais, beaucoup de réseaux de CGP, des promoteurs en effet. En fait, oui, pour que ça marche, c'est des CGPI qui sont ouais, au moins deux, trois personnes pour que ça. Parce qu'en effet, ça représente un coût important, mais c'est un investissement qui vaut le coup parce que derrière le taux de transformation est important, mais il faut être prêt en effet à pouvoir faire cet investissement minimum pour que ça fonctionne. Ouais, je suis d'accord. Aldric, merci. Je vais demander à Christopher de venir sur scène à son tour. C'était très intéressant je pense que tu as répondu aux principales questions. Et puis, moi, en tout cas, c'est vrai que j'avais très envie que tu participes à ces entretiens parce que j'ai été bluffé le succès que tu as réussi à rencontrer sur la création de cette marque et du service que tu offres au grand public et comment tu arrives derrière à le monétiser sur des lignes. Merci. C'est sympa, Mathieu. Merci de m'avoir invité. J'espère que ça a permis de répondre à certaines des questions des participants. J'espère aussi. Salut. À bientôt, Aldric. Au revoir. Salut. Au revoir.